Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à cette émission d'après-course du Grand Prix de Bahreïn 2025. Pour l'occasion, j'ai pas un, pas deux, mais trois collaborateurs. Évidemment, j'ai Marc-André Fortin qui est avec nous. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ben, je me sens un petit peu comme François l'an passé, là. Triste. Oh! Hey, ça commence bien cet épisode. Continue ta phrase, ouais. Avant que... et d'ailleurs, François Carignan est avec nous, un des modérateurs du groupe Facebook La Monoplace. Salut François. Salut Abdou, salut Julien qui est quelque part en arrière puis il va chez Marc-André. Et on a Julien Légaré-Turcotte qui est à quelque part. Qui est quelque part. Je chercher de quoi à boire, mais il va revenir bientôt. Ouais, parce que j'ai fucké l'intro, donc j'ai dû recommencer. Mais bon, on va parler de ce Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn qui s'est terminé il y a presque cela 2 heures au moment où on enregistre l'épisode. Alors, je vous donne tout de suite le classement. Salut Julien. Bonjour Abdou. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Très belle course, honnêtement, aujourd'hui au Bahreïn. C'est un circuit qui nous donne toujours des belles performances et aujourd'hui n'en fait pas exception. Exactement. C'était de loin le meilleur Grand Prix de la saison. Donc, Oscar Piastri a gagné devant George Russell, dont la deuxième place au moment d'enregistrer est provisoire. Lando Norris est 3e, Charles Leclerc et Lewis Hamilton pour Ferrari 4e et 5e respectivement, Max Verstappen, désolé Marc-André, est 6e, Pierre Gasly obtient les premiers points d'Alpine cette saison finalement avec une 7e place, Esteban Ocon 8e, Yuki Tsunoda inscrit enfin les premiers points de la deuxième Red Bull en 2025 avec une 9e place et Oliver Bowman parti dernier obtient la 10e place et on a perdu un seul pilote, Carlos Sainz, et on risque d'avoir une disqualification puisque Nico Hülkenberg a été convoqué au bureau des commissaires pour une infraction au niveau de la planche de bois en dessous de la voiture. Ça sent le bois usé, mais aussi la disqualification pour le pilote allemand. Alors, messieurs, on va commencer d'abord pour parler du vainqueur, Oscar Piastri. Un week-end complètement dominant pour le pilote australien. Je vais commencer avec... je vais commencer avec Marc-André. Ça a été même mon ordinateur ne veut pas que je parle. Ça a été une course parfaite par Piastri. Honnêtement, il nous montre pourquoi il va probablement chauffer Norris, évidemment. Peut-être Max si jamais la Red Bull réussit à mieux se comporter. Mais Piastri va être très, très dangereux cette année. Puis il l'a montré en fin de semaine. Son tour de qualification était quasi parfait. Puis après ça, il n'a pas fait d'erreur durant la course. Bien que visiblement la McLaren de Norris n'était pas dans la même forme que celle de Piastri, ou bien c'est tout simplement le pilote, mais j'irais plus vers le pilote. Le Piastri était vraiment exceptionnel. Oui. François, comment as-tu trouvé la course d'Oscar Piastri durant ce Grand Prix de Bahreïn? Beaucoup de bonnes choses, comme disait Marc-André, un week-end presque parfait. De ce côté-là des opérations chez McLaren, ça s'est très, très bien déroulé. Donc, vraiment rien d'autre à ajouter là. Ouais. Un A+, là, vraiment, pour le pilote australien. Oui, clairement. Et toi, Julien? Oscar Piastri a eu une course parfaite. Essentiellement, on a vu dès le départ que le pilote australien avait somme toute une avance par rapport aux autres pilotes, mais je me suis quand même interrogé à savoir si cette avance-là allait rester après qu'il y ait eu une voiture de sécurité. Puis on a rapidement vu qu'Oscar Piastri a été en mesure de le faire. Clairement que la gomme médium aura fait le travail. Il aura réussi quand même à obtenir une avance, si je me rappelle bien, d'environ 15 secondes sur George Russell
à la fin de la course. Donc, vraiment, là, une course exceptionnelle pour Oscar Piastri. Et je pense que c'est juste une question de circonstance qui fait en sorte qu'il n'est pas présentement premier dans le championnat des pilotes. Exactement. Parce que vraiment, j'ai trouvé Piastri dominant durant l'ensemble du week-end. On savait que les McLaren allaient être vraiment, mais vraiment l'équipe à battre durant cette fin de semaine. Mais il faut dire quand même que c'était plus une question pour savoir qui allait être la McLaren la plus rapide. Et c'était clairement Oscar Piastri durant l'ensemble du week-end. Lando Norris n'était pas si proche, mais en course, Piastri a été capable de bien gérer ce Grand Prix. Marc-André? Oui, ça a bugué un peu. Je t'ai perdu. Je suis allé avec les autres, puis je reviendrai. Oui, donc je vais passer à François, tiens. Oui, vraiment d'un point de vue de gestion de course, il n'y a vraiment rien là, qui il n'y a pas eu de problème de Piastri. La voiture de sécurité s'est passée presque au parfait moment pour lui. Probablement aller rentrer dans les tours suivants pour faire son dernier arrêt. Du côté de Lando Norris, c'est à peu près la même stratégie, là, quelques détails près. Mais c'était beaucoup plus compliqué. Une pénalité au départ pour être mal placé dans sa position dans sa boîte sur la grille. S'est battu là, à quelques reprises là, pour essayer de compléter des dépassements. S'est fait dépasser par Hamilton, s'est fait dépasser par Leclerc. Ça fonctionnait pas du tout. Quand même fini par remonter et terminer devant les deux Ferrari. Et bon, peut-être là devant la Mercedes, on va voir si jamais George Russell est disqualifié. Là, pas disqualifié, mais puni, excuse-moi. Je pense vraiment pas que c'est un cas de disqualification. Mais vraiment, là, comme on s'est dit un peu plus tôt, avant de commencer l'enregistrement, ça devrait être une pénalité pas mal slam dunk. Et ça serait très surprenant que la FIA laisse ça aller. Et ça, si jamais ils décident de laisser ça aller, on crée un précédent énorme. Et puis, je suis pas sûr que c'est ça la bonne façon de faire les choses. Et je dirais la même chose si jamais c'était mon pilote qui était en cause. Ben, parlant de ton pilote préféré, Lando Norris aura connu un Grand Prix assez brouillon, parti de la 6e place, Julien. Un bon départ. Ben, j'allais dire un bon départ, mais finalement, il s'est pris une pénalité de 5 secondes pour avoir été hors position sur la grille de départ. Il finit 3e, il a fait de beaux dépassements, mais l'ensemble de la course, elle aurait été brouillonne pour le meneur au championnat. Effectivement, Abdou, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi que Lando Norris avait autant de problématiques à dépasser Charles Leclerc. Parce que, on se rappellera, en début de course, Charles Leclerc, éprouvait non seulement des problématiques en matière d'adhérence avec ses pneus, mais en début de course aussi, il y avait énormément de difficultés avec ses freins. On voyait la conduite de Charles Leclerc qui était extrêmement compliquée, ne savait pas trop... Ça semblait avoir un contrôle extrêmement relatif de sa monoplace. Et bon, même si ça s'est amélioré au courant de la course, j'ai été très surpris de voir Lando Norris avoir autant de difficultés à dépasser Charles Leclerc, alors que clairement que Lando Norris avait l'avantage de la meilleure monoplace entre lui et le pilote monégasque. Donc, course, tu l'as mentionné, Abdou, très brouillon. De la part de Lando Norris, j'ai constaté durant les entrevues là, après la course qu'il semblait déçu. Et avec raison, et ce, même s'il obtient, par exemple, la 2e place, advenant une pénalité de George Russell, il en demeure pas moins qu'être Lando Norris, sérieusement, je serais inquiet, surtout par rapport à un pilote qui aujourd'hui a une course parfaite, qui s'appelle Oscar Piastri, et qui a tendance à être énormément consistant. Ouais, effectivement. Donc, non, j'ai vraiment trouvé Norris assez brouillon. Oui, il a effectué quand même de bons dépassements, mais ça revient un peu à ce que je disais à l'après-course du Grand Prix de Chine avec François, justement. Ce sont des petites erreurs comme ça que tu peux pas trop te permettre de faire
lors des séances officielles de Formule 1 parce qu'à la fin, ça peut se retourner contre toi. Et là, heureusement, il est encore en tête, mais si Oscar Piastri continue à être constant et que Norris continue d'accumuler les petites erreurs à gauche et à droite, ben, le jour où ça devient une bataille à deux, ben, Piastri devient champion du monde. Ça ne durera pas longtemps. Et, Lando fait des erreurs presque systématiquement chaque week-end, tandis qu'Oscar, ses erreurs sont... Il en a fait une, puis c'est littéralement l'erreur qui fait en sorte qu'en ce moment, il n'est pas en avant au championnat. Parce que, je veux dire, ses points qu'il a perdus en Australie comparé à la position, il était deuxième avant cette erreur-là. Il a fini, il me semble, 8 ou 9. Mais en tout cas, je veux dire, sans ces points perdus-là, il est clairement en tête du championnat, c'est même pas de question. Ouais. Et Marc-André, je sais pas si pour Lando Norris en fin de semaine, est-ce que ça va être quelque chose, un peu un wake-up call de la part de Norris de vraiment se refocuser sur le reste de la saison? Parce que si ça... Là, Piastri a envoyé 2 fois un message très important pour dire « Moi, je suis là pour gagner le championnat ». Tout à fait, tout à fait. Puis, on sait, là, tu peux devenir champion si tu fais quoi? 1 ou 2 erreurs max. Fait que là, il est déjà à 1. Je pense qu'il va devoir effectivement se réveiller s'il veut réellement avoir une chance au championnat. Parce qu'en début d'année, certains le mettaient à l'avant quand même pour les chances d'aller chercher le championnat. Moi, ce que je disais, c'est attention, parce qu'un pilote comme Piastri qui est inexpérimenté, ou du moins qui est moins expérimenté et qui réussit à faire d'aussi belles choses, plus la saison va aller, plus il va se prendre en contrôle. Puis je pense que, comme François l'a dit, il a fait une erreur en Australie qui a été très coûteuse. Tu vois, il a ramassé seulement 2 points. Fait on s'entend que si il serait techniquement, provisoirement premier si cette erreur avait été un petit peu moins coûteuse pour lui. On l'a vu en contrôle toute la fin de semaine. Je pense que je ne reviendrai pas sur la fin de semaine brouillonne de Norris, mais il ne peut pas refaire une fin de semaine comme ça trop souvent. Parce que là, en plus, ça se peut qu'il soit chanceux, ça se peut que Russell ait effectivement une pénalité et qu'il se ramasse avec une 2e position qui, on s'entend, ne mérite du tout. Donc, mais en même temps, c'est ça, un futur champion du monde peut avoir des fins de semaine comme ça où rien fonctionne et finalement, il se ramasse avec une 2e position. Mais le contraire est aussi vrai. Il faut qu'il se prenne en main pour pas qu'il soit en position comme ça. Mais moi, je l'ai dit, je pense que ce serait pas surprenant de voir Oscar Piastri le dépasser très rapidement. Puis après ça, ça va être à l'interne de donner la même chance à Piastri qu'à Norris. Parce que tu peux pas dire pour Norris, c'est correct. Si les deux sont supposément égales, il va falloir qu'il le montre dès le prochain Grand Prix. Parce que là, on parle de 3 points de différence. Tu peux pas désavantager Piastri au profit de Norris. Là. Tu peux juste pas, là. Oui, effectivement. Et surtout que ça peut faire mal à la longue. Par contre, s'il y a un pilote que j'ai vraiment aimé durant ce Grand Prix, c'est George Russell. L'ensemble du week-end, évidemment, il y a sa 2e place est provisoire, tout dépendamment de cette histoire de DRS entrouvert lorsqu'il ne le fallait pas. Moi, j'ai trouvé durant l'ensemble de la course, George Russell vraiment en contrôle de sa course. Son tour de qualification samedi était excellent. Julien, est-ce que d'après toi, après 4 Grands Prix, on peut dire que actuellement George Russell est le meilleur pilote de cette saison, nonobstant de ce qui du classement actuel des pilotes? Difficile à dire. Je pense que c'est le pilote qui est le plus consistant. Est-ce que c'est le meilleur pilote? Puis, ta question concerne l'ensemble des écuries, Abdou? Oui, en fait, c'est ça. Après 4 courses. Est-ce que c'est le meilleur pilote en termes qui a offert les meilleures performances cette saison? Je vais être je peux pas répondre par la positive. Selon moi, le meilleur pilote, puis malgré ce qui s'est produit aujourd'hui, le meilleur pilote présentement demeure Max Verstappen.
parce que Max Verstappen a une voiture, je ne veux pas la qualifier de médiocre, évidemment, mais c'est un pilote qui est en mesure d'avoir des excellentes performances avec clairement la 4e meilleure voiture sur la grille. Donc, je dois encore offrir ce titre-là à Max Verstappen. Cela étant, George Russell, encore une fois, il est très, très consistant. Ne semble pas être pour l'instant particulièrement affecté par la présence de Kimi Antonelli. Donc, chapeau à Russell pour ça, mais Max Verstappen demeure, à mon humble avis, dans une ligue à part. Maintenant, la course d'aujourd'hui lui aura certainement pas fait honneur, notamment en raison peut-être de la gestion des pneus chez Red Bull. Et ne serait-ce que de la qualité de la voiture. Je vais vous interrompre. Je viens de recevoir le communiqué de la FIA concernant George Russell. Aucune pénalité imposée à George Russell pour l'histoire de l'aileron entrouvert. Je vais vous le lire en traduction libre et je m'en excuse. Donc, les commissaires ont entendu George Russell, les représentants de Mercedes et tout ça, blablabla, et M. Pearson ont revu la télémétrie, la radio et les données. La connexion entre le DRS, l'activation de DRS automatique et la voiture n'ont tout simplement pas fonctionné en raison des problèmes avec le transpondeur et le système de chronométrage qui était offert par une tierce partie avec laquelle la Formule 1 le fait affaire. La FIA a autorisé l'activation manuelle de DRS selon la règle, l'article 22.1, section H. À ce moment-là, le pilote souffrait de problèmes de frein, le brake-by-wire, ce qu'il a dit après la course, et autres problèmes électroniques. Il était à ce moment-là averti d'utiliser un bouton auxiliaire dans le cockpit qui sert de backup button, de backup radio button, mais qui sert aussi de bouton d'activation de DRS manuel. Donc, sur la ligne droite entre les virages 10 et 11, il a essayé d'utiliser cette radio alternative utilisant le bouton en question, mais a activé malencontreusement le DRS. Le DRS était activé pour une distance de 37 mètres sur une ligne droite d'environ 700 mètres. Alors, il a gagné 0,02 secondes, mais il a donné... En fait, il a backup en faisant 0,3... environ 3 dixièmes au prochain virage pour compenser le tout. Et ça a été confirmé par la FIA. Donc, techniquement, c'était une brèche au règlement, mais les commissaires ont dit qu'il n'y avait pas d'avantage. Donc aucune pénalité n'a été imposée. Donc ça, c'est, encore une fois, c'est un document qui vient tout juste de sortir au moment où on enregistre cet épisode. Donc, en gros, pas de pénalité pour George Russell. Sa deuxième place est officiellement confirmée. Donc, en gros, il y a eu, on l'a entendu, il y a eu des problèmes avec le système électronique, des problèmes avec le frein. Donc, donc Russell a utilisé le bouton de radio alternative, mais qui servait aussi de DRS manuel. Donc, là, je sais que on va réagir à chaud à la nouvelle. Je vous laisse discuter, messieurs. Qui commence? François.
OK, bon, ben, je m'attendais honnêtement à ce que ça soit plus que 37 mètres, très franchement. Je m'attendais à ce que ça soit plus que 0,02 secondes gagnées sur la ligne droite. J'ai le document devant les yeux, donc Abdou dit, je comprends aussi qu'il a levé dans le virage suivant. Mais il y a un règlement, c'est que le DRS est réservé à des zones strictes du circuit. C'est simple. Pour moi, c'est comme la même chose que si jamais ta voiture est 0,1 kg plus légère à la pesée, t'es disqualifié. On regarde ce qui s'est passé de l'an dernier au Qatar. Lando a gagné 0,18 secondes sur une ligne droite alors que le VSC a été activé. Et puis lui, sa voiture passait à côté d'un voie lumineux, donc il n'avait aucune chance de le voir. C'était littéralement sur son côté. Il n'avait aucune chance de le voir avant. Il a été pénalisé, a eu un stop and go qui a coûté 35, presque 40 secondes. Et puis l'impact a été de 0,18 secondes, puis c'était sur un VSC. Il n'y avait littéralement même aucun avantage à gagner. Alors je regarde ça, puis je me dis, bon, parfait. Il y en a qui vont tirer l'élastique. Peut-être que la prochaine fois, ça va être un 30 mètres de plus, un 100 mètres finalement, etc. Puis dire, ben j'avais des problèmes avec ma voiture, je cherchais un réglage, quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment dangereux d'ouvrir une boîte de Pandore que, dépendant d'une situation ou d'un problème que tu peux comme créer ou justifier, tu vas donner un avantage indu en course. Regarde, honnêtement, Lando Norris ne méritait pas la deuxième place. George Russell la méritait, mais il y a des règlements qui sont là, puis ils doivent être appliqués. Ça, je trouve que c'est créer un précédent qui est très dangereux. OK. Julien Marc-André qui veut réagir ensuite? Oui, Julien? Je suis 100% d'accord avec François à l'effet que oui, George Russell mérite moralement la deuxième place. Maintenant, de façon réglementaire, il ne mérite pas cette deuxième place-là. Je comprends que George Russell, effectivement, aujourd'hui, toute la journée, durant toute la course, on a vu qu'il y avait des problématiques en matière de télémétrie, en matière de sensor, vous me pardonnerez l'anglais. Maintenant, il y a 19 pilotes qui ont réussi à s'ajuster en conséquence. Là, vous me direz, oui, mais c'est pas tous les pilotes qui avaient accès, par exemple, à une zone de DRS. Très bien. Il en demeure pas moins que, selon moi, toute réglementation en matière de DRS doit être appliquée de façon extrêmement rigide et de façon stricte. Autrement, c'est somme toute très facile de plaider de plaider que il y avait un bris électronique, il y avait un quelconque bug, alors que c'est pas la première fois que ça se produit en Formule 1, surtout en matière de DRS, et que ce soit un bris mécanique, que ce soit un bris électronique, puis à la limite, François ou Marc-André, vous ferez du chemin par rapport à ce qui s'est produit avec Yuki Tsunoda. Cela étant, selon moi, c'est clairement une situation où une pénalité doit être octroyée, malgré que je considère que George Russell devait obtenir la deuxième position, ne serait-ce que grâce à sa conduite. Je veux dire, il y a une conduite exceptionnelle aujourd'hui. Il aura réussi à être sur une gomme tendre pendant, si je me rappelle bien, au moins 24 tours. C'est 28. Excellente performance, mais il en demeure pas moins que le règlement est le règlement. Puis on peut pas ouvrir une boîte de Pandore, comme François l'a mentionné, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une boîte de Pandore à cet effet-là, c'est clair que ça va créer des abus. C'est clair qu'à chaque fois qu'il va y avoir une quelconque problématique, qu'elle soit grave ou qu'elle soit bénigne, ça va, les écuries pourront ultimement en abuser. Donc, là, je suis à chaud. J'ai pas vu l'ensemble des motifs de la FIA, puis peut-être qu'on les verra pas. En tout cas, on les verra clairement pas de la part de la FIA. Mais pour l'instant, avec les motifs qui m'ont été invoqués, je suis pas d'accord. Mais je suis vraiment pas d'accord. OK. Marc-André?
Je suis les propos de mes deux collègues. Je trouve que ça ouvre la porte à des débordements dans les prochaines années ou même cette saison. Encore là, on est très à chaud. Là. Je pense qu'on va pouvoir regarder un petit peu ça avec une autre vision peut-être plus tard. Mais à chaud, je trouve que la pénalité aurait dû être donnée. Je veux dire, c'est peut-être l'un des règlements de base, je pense, qui doit être respecté à la lettre, comme être 0.01 mètre, par exemple, sur la ligne de départ, à être effectivement à la bonne position. Je trouve que c'est peut-être l'un des règlements qui doit être respecté, comme le poids et tout ça. Donc, à un moment donné, je veux dire, si on accepte cela, qu'est-ce qu'on va accepter plus tard? Donc, ça m'inquiète un petit peu pour le futur. Mais encore là, on est très à chaud. Je pense qu'on va pouvoir analyser le tout. Mais, je veux dire, un règlement, c'est un règlement. Donc, quel règlement autre de bord on va pouvoir peut-être contourner dans le futur si celui-là qui est assez noir sur blanc, là, si tu l'utilises hors d'une zone qui est indiquée ou permise, ben, tu as une pénalité. Donc, pourquoi dans ce cas-là, il n'y en a pas ici? Effectivement, et comme je pense que Julien l'a très bien exprimé, je pense que George Russell a eu une course spectaculaire. La Mercedes était dans une bonne forme, mais un règlement, c'est un règlement. Puis l'autre chose, tu sais, comme l'indique le jugement de la FIA, la raison pour laquelle il était capable d'activer le DRS, c'est parce que son transpondeur répondait mal. Il y avait un bug, donc il n'était pas capable de situer la voiture sur le circuit précisément. Donc, c'est pour ça que la FIA a manuellement autorisé le déclenchement manuel du DRS de la voiture n'importe où et se fiait sur le pilote pour l'engager seulement après les zones d'activation. Donc, tu sais, littéralement, aurait pu l'ouvrir dans les puits, aurait pu l'ouvrir dans un virage, puis tout. Tu sais, la voiture le DRS était disponible 100% du circuit. Fait du moment où que ça s'est fait, si jamais, tu sais, Mercedes savait que ce bouton-là, que ce bouton auxiliaire-là, servait de DRS. Aurait dû, justement, selon moi, puis tu sais, on ne sait pas si jamais ça a été fait, mais le rapport dit que ça n'a pas été fait. Mercedes aurait dû vérifier avec la FIA, est-ce que c'est correct si jamais on touche à ce bouton-là, sachant qu'il y a un risque que ça ouvre le DRS. Puis à ce moment-là, il aurait dû avoir ben dans ce cas-là, vous ne servez pas, vous ne touchez pas à ce bouton-là à tels endroits, et ainsi de suite. Mais, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose. Bon, on dit que ça risque de créer un loophole puis de l'abus. En fait, ce ne sera même pas possible de reproduire ça parce qu'il y a des capteurs qui font en sorte que tu ne peux pas réactiver le DRS si jamais tu n'as pas dépassé la ligne blanche d'activation. Donc, c'est un cas presque unique jusqu'à temps qu'une autre situation presque identique ou que la FIA dégage retire le blocage sur la voiture se reproduise. Oui, vas-y, Julien. Ben, c'est ça le problème, c'est que, je veux dire, le circuit de Bahreïn, c'est probablement un des circuits dont les installations sont les plus modernes. Donc, si ça se produit à Bahreïn, selon moi, ça peut se produire à peu près à tous les circuits. Fait qu'à partir du moment qu'on ouvre la porte à Bahreïn, il y a une problématique, ben, cette situation-là a, à mon avis, l'occasion de se reproduire. Donc, c'est maintenant que la FIA avait une décision à prendre. C'est maintenant que la FIA devait se dire, bon, lorsque il y a une problématique en matière de télémétrie, une problématique électronique, qu'est-ce qui se produit? C'est la voiture ou le circuit, par contre, Julien? Juste c'est important de... Là où je soulève ça, c'est que même si c'est... si c'est la voiture, ben selon moi, c'est la responsabilité de l'écurie, par exemple, parce que, ben, clairement, qu'un pilote, lorsqu'il arrive à la fin de la course, puis qu'il n'a pas assez d'essence dans son véhicule, ça va être considéré comme l'erreur de son écurie, donc le pilote va payer la pénalité en conséquence. Maintenant, si c'est une problématique du circuit, ici, il y a 19 pilotes qui sont en mesure de respecter ça, sauf une écurie
Donc, un pilote, en l'occurrence ici, qui était George Russell, mais pourquoi est-ce qu'on le dédouane d'avoir une pénalité? C'est là que je suis pas d'accord. Je veux dire, je comprends qu'il y a eu des problématiques aujourd'hui, là, que ce soit, je pense qu'il y en a eu, oui, peut-être en matière de voiture. Je pense qu'il y en a eu aussi en matière de circuit. Mais si c'était une problématique qui était considérée, par exemple, pour la voiture, là, hey, ça serait tellement facile de se dédouaner. Puis de dire, ah oui, mais là, écoutez, j'ai pesé sur le mauvais bouton. Au lieu de parler avec mon ingénieur de course, j'ai activé le DRS. Il n'y a plus personne qui va obtenir des pénalités si ça se produit. Là. Si je peux ajouter mon grain de sel, d'abord, du côté du précédent, c'est qu'il y en a déjà eu dans le passé. Puis je sais qu'on en a parlé avant d'enregistrer le podcast avec François et Julien. Il y a eu des cas où, justement, des histoires de DRS entrouverts à des zones non indiquées ont été enquêtées, mais il n'y a eu aucune pénalité. La première, et je me fie à Race Fans sur Blue Sky qui a ressorti, c'est les vieux articles qui sont sortis. En 2013, lors du Grand Prix de Hongrie, Fernando Alonso avait utilisé le DRS où il n'était pas supposé l'activer à 3 occasions, mais il n'était pas à moins d'une seconde. Il n'était pas à moins d'une seconde d'une autre voiture. Il y a eu 0 pénalité sportive, mais Ferrari a été mise à l'amende pour 15 000 $. Et il n'y avait eu aucun problème technique, c'était juste une erreur de la part du pilote. Donc, là-dessus, comme il n'a pas gagné d'avantage, il a été pénalisé et l'équipe s'en est rendu compte. Donc, il y a eu un petit avantage sportif, mais il y a eu c'était plus la faute de l'équipe plutôt que du pilote. Alonso n'a pas été puni sportivement, mais Ferrari a reçu une amende de 15 000, je pense que c'était quoi, 15 000 €? Oui, 15 000 €. Donc, ça, c'était la première. La deuxième, c'est au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018, lorsque Sergio Pérez a gardé sa place sur le podium parce qu'il avait activé le DRS à 2 reprises, mais c'était plus une erreur. Et il n'y avait pas seulement que Perez, mais il y avait Lance Stroll et Kevin Magnussen aussi qui ont été blanchis de tout problème parce que il y avait un problème avec des points de détection. Donc, les pilotes ont dû utiliser le DRS de manière manuelle. Donc, parfois, et je le cite encore, c'était apparent que le passage de défaut à manuel, ça requiert de la coordination au niveau des équipes, des pilotes et du système selon les nombreux paramétrages. C'est parce que c'est pas tous les volants qui sont conçus de la même manière. Alors, il n'y a pas eu... Tant qu'il n'y a pas eu de gros avantages, que ce soit un millième que 3 dixièmes, et que c'est pas une erreur de mal intentionnée, mais là, les commissaires sont capables d'être à l'inverse d'une pénalité, comme par exemple Nicole Hülkenberg, d'ailleurs confirmé, a été disqualifié. Là-dessus, c'est plus noir et blanc. Oui. Nicole Hülkenberg a été disqualifié. Ça ne change pas grand-chose. Honnêtement, pour Nicole Hülkenberg, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'il était 13e. Mais dans le cas de George Russell, c'était plus noir ou blanc. C'était pas un slam dunk comme par exemple cette disqualification ou le fait que Lando Norris se retrouve hors position. Donc, moi, je pense là-dessus, c'est pour ça que j'étais un peu plus... Ouais, écoute, il y avait bel et bien eu des problèmes au niveau du... il y a quand même eu des problèmes au niveau électronique, puis on l'a vu avec le transpondeur. Mais je pense pas que...
c'était vraiment de la faute du pilote. Donc là-dessus, oui, il y a eu un avantage, mais Russell, c'est quand il a réalisé ça, ben il y a back-out pour éviter justement tout problème. Comme par exemple, quand tu dépasses un pilote à l'extérieur de la piste et que tu lui redonnes la position en ce sens. C'est comme ça que je le vois personnellement. Ok, ben je te pose une question, Abdou. Oui. 2 dixièmes de seconde par rapport au combat qu'on a vu entre George Russell et Lando Norris. Est-ce que ça fait une différence? Attends, j'ai pas bien compris. 2 dixièmes. Oui. C'est bien 2 dixièmes? 2 centièmes qu'il avait gagné, puis après ça, il a laissé 28 centièmes. Fait qu'essentiellement, là, il a concédé un quart de seconde, techniquement. Oui. Donc, ma question est, selon le combat qu'on a vu entre Lando Norris et George Russell, est-ce que ça fait une différence? Pas vraiment. Non. Au final, non. Par contre, si jamais il avait appuyé sur le même bouton 150 mètres plus tôt, probablement que là, à ce moment-là, peut-être qu'il retardait d'un tour le moment où que Lando Norris aurait pu avoir le DRS dessus. Ouais. C'est pour ça que je suis genre... Parce que oui, comme c'est indiqué, il y avait une infraction technique. Mais la circonstance atténuante était le fait qu'il y avait effectivement un problème au niveau électronique chez le pilote. Donc, s'il avait fait ça de manière sneaky dans ce sens, là, oui, il y aurait eu pénalité. Mais si c'était pas intentionnel de sa part, il y avait eu un problème. Mais l'intention est difficile à déterminer aussi. Tellement. Parce que, moi, c'est plus la question aussi, pourquoi 2 boutons servent à 2 choses aussi importantes, là? Autant à la radio qu'à un DRS. C'est peut-être ma question que... Comment ça peut être possible aussi? Je sais que les volants sont très, très difficiles, pas difficiles à contrôler, mais sont très précis et tout ça. Mais je me questionne comment ce bouton-là peut servir à 2 choses aussi importantes aussi. Ouais, il y a 60 boutons sur un volant. Là. 60 boutons et switch et quelque chose comme ça, le minimum. Je veux dire, je comprends qu'à un moment donné, ça se peut que tu doives comme faire un compromis que tu peux pas rentrer tout ça ça se peut que quand tu appuies 1 seconde sur un bouton, ça va faire une chose, et si jamais tu le gardes enfoncé, ça va faire une autre affaire. Ça, je peux le comprendre. Mais je veux dire, tu devrais pas mettre, selon moi, le DRS sur le même bouton que quelque chose qui est aussi critique que ta radio. Mais en tout cas, regarde. Tout ça pour dire, je pense que personne n'accuse George Russell d'avoir triché volontairement. Je pense que c'est pas personne ici ne dit ça. Mais le point est, juste comme sur le circuit, tu as 3 zones de DRS, puis c'est simple. Tu ne peux pas, en aucun moment, est-ce que tu n'as le droit de l'activer ailleurs. Regarde, je comprends qu'il a reconcédé le temps, puis tout, puis ça c'est correct. Au final, il n'a rien gagné. Mais comment est-ce que la prochaine fois, tu vas dire, OK, ben, combien de temps est-ce qu'il a gagné? Premièrement, il n'y avait aucune façon pour lui de calculer combien de temps il avait gagné. Puis, aucune façon de calculer que ce qu'il avait reconcédé après était juste. Fait que la prochaine fois que ça se produit, ben là, tu vas juste, le prochain pilote aura juste à dire, j'estime avoir gagné tant de temps, puis j'estime avoir reconcédé tant de temps. Ça devrait faire la job. Russell l'a bien fait, je veux dire, la balance était honnêtement en sa défaveur, puis quand même assez solide. Un quart de seconde, c'est notable. Mais si jamais la prochaine fois, c'est juste comme 5 centièmes ou quoi que ce soit, mais là, il va dire, j'ai concédé plus, moi, mais pas grave, je veux dire, t'as quand même utilisé, t'as peut-être moins utilisé tes pneus, t'as peut-être moins consolidé, genre, usé ta batterie ou quoi que ce soit. Fait que tu te donnes peut-être un avantage d'une autre façon plus tard dans la course. Je trouve que ça amène à tellement d'interprétations. Puis, on dit ici 37 mètres sur les 700 que la ligne droite dure. La prochaine fois, il va dire, admettons, c'était 55 mètres, mais la ligne droite, elle mesurait 1,1 km, admettons, comme à Vegas, je me rappelle plus comment elle mesure. Mais c'est encore moins en pourcentage. Mais non, mais t'as quand même plus. Tu peux pas. Les chiffres sont là pour démontrer qu'il n'y a aucun avantage net, mais
tu ouvres à interprétation pour les prochaines fois parce qu'il y aura jamais, ce même problème-là se reproduira jamais dans les mêmes paramètres à la même place. Ouais, mais en même temps, de dire que ça ouvre à interprétation, comme je l'ai mentionné, il y a eu des problèmes de il y a eu des problèmes de ce genre. Donc, tu sais, le pilote doit gérer déjà, quand le DRS est ouvert manuellement, ben là, ça devient aussi une problématique pour le pilote supplémentaire parce que tu dois déjà gérer les paramétrages dans les boutons, mais tu en as un autre en plus pour justement activer le DRS. Donc, pour moi, c'est pas tant un problème. C'est pas tant. C'est plus une problématique plutôt qu'une triche. Donc, c'est pour ça. Mais bon. Mais Abdou, que ce soit une problématique ou une triche, là, je veux dire, l'intention ne devrait pas nécessairement être considérée. De la même façon que lorsqu'une voiture est disqualifiée en raison du fait qu'il n'y avait plus assez d'essence dans le véhicule ou que le poids ne soit plus considéré, l'intention, on doit un peu la déconsidérer et c'est une infraction qui est de responsabilité stricte, là, je veux dire. À partir du moment que l'infraction est là, il doit y avoir pénalité parce que si tu ouvres la porte à l'intention, ben tu ouvres la porte à une possibilité pour une écurie de commettre l'infraction au règlement. Mm-hmm. Puis au final, la FIA sera jamais en mesure de démontrer l'intention. Ben, ils l'ont démontré. La télémétrie a été là justement. Ils ont tout vérifié. Ils ont tout vérifié. Et puis, si c'était par exemple, je prends un exemple de Alonso qui a été pénalisé après son move sur Russell. La télémétrie a démontré que même il y avait une certaine intention pour ralentir Russell. Là-dessus, c'était plus parce que le pilote était pris dans une situation où il avait des problèmes de frein, il avait des problèmes d'électronique. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui arrive très rarement, très, très rarement. Une chance. Et une chance même. Donc, pour moi, je pense que c'était plus... Et puis d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera. Les commissaires ont fucké l'histoire de pénalité avec Carlos Sainz, mais là-dessus, je pense qu'ils ont été conciliants avec George Russell compte tenu des problèmes. Je vais juste rajouter un autre petit truc par rapport à ça, un angle différent. Puis on en avait discuté, toi, moi et Julien, avant de partir en enregistrement. Ouais. Moi, quand un pilote est sous investigation, on ne devrait même pas mettre le pied sur le podium. Je trouve que ça, c'est une autre chose, là. Que tu lui restaures sa pénalité à sa position originale après, fine, mais selon moi, ce qui aurait dû se passer, parce que le podium, tu en as juste une chance, OK, de le faire. Mm-hmm. Ça aurait dû être Piastri, Norris, Leclerc, avec un bémol sur Russell jusqu'à temps que la révision. Regarde, ça a pris 2 heures et quelques, là. Fait insensé. Pour moi, le podium qui est symbolique devrait être strictement. Tu sais, je comprends que si jamais tu as une infraction qui est supposée te donner 10 secondes puis que tu as fini 28 secondes en avant, comme dans le temps des Mercedes, fine. Okay. Mais quand ta pénalité possible te sortirait du podium, tu ne devrais pas te rendre sur le podium. Mon avis. Ouais. Ben là, parce que on réagit à chaud, mais on pourra en discuter. On pourra en discuter après avec des fist fights. Non, je niaise évidemment. Mais on va passer au prochain sujet. Malheureusement pour Marc-André, ben Red Bull a connu un dimanche assez difficile. Ouais, je pensais pouvoir m'en tirer, Abdou. Non. Oublie ça. Écoute, c'est probablement... il faut remonter très loin pour un Grand Prix aussi terrible, je pense, pour Red Bull. Rien ne fonctionnait. L'adhérence, les pneus qui se dégradaient à une vitesse incroyable, les arrêts aux pluies, pas juste les mécaniciens qui ont fait une erreur, également la lumière qui ne s'allume pas au vert, pas une, mais 2 fois.
Écoute, je peux être qu'en accord avec les propos de Max Verstappen au cours des dernières minutes, maintenant dernière heure, comme quoi c'était... Puis, tu sais, ça a été catastrophique toute la fin de semaine. On parle d'un des pires vendredis aussi pour Red Bull, où ils ont pas été en mesure de... Ils ont tourné en rond, ils ont essayé des réglages qu'ils ne devaient pas essayer, ils ont essayé des choses qu'ils ne devaient pas essayer. Ça leur a fait perdre du temps. Beaucoup de temps pour de la préparation autre. Et en plus, on est arrivé avec 2 trains de pneus durs qu'ils n'avaient même pas essayé avant même de les mettre. Puis au final, on a vu que ça a vraiment pas été un succès pour Max Verstappen alors que la voiture était terrible. Donc, je ne peux qu'être déçu de cette performance-là pour Max parce qu'encore une fois, on voit à quel point il est talentueux et réussit à sortir le meilleur d'une voiture qui, techniquement, devrait peut-être même pas être dans le top 10 actuellement. C'est très, très, très compliqué. Puis, bon, maintenant, 6e position, est-ce qu'on peut voir ça comme une victoire en tant que telle? Réussi à dépasser Pierre Gasly, malheureusement pour le pilote français, qui avait fait une très belle course. Tu sais, quand tu as de la misère à dépasser une Alpine, même pas, je dirais, quand tu as de la misère à dépasser une Haas, parce qu'on se souviendra que dans les premiers tours, Max Verstappen se faisait challenger par Antonelli. Puis il n'était même pas en mesure de se défendre en s'approchant de Esteban Ocon et sa Haas. Donc, on peut dire terrible fin de semaine, mais même j'irais plus loin, terrible saison. On est en ce moment dans une situation où la Red Bull est complètement médiocre et on peut réellement se questionner à savoir s'il va y avoir de l'amélioration et comment Max va faire pour se battre pour un top 3 peut-être cette saison. Mais au moins, et puis on limite les décals du côté de Max Verstappen, ouais. Mais soyons honnêtes, Yuki Tsunoda a marqué 2 points. Donc déjà là, la deuxième voiture Red Bull a des points ajoutés au classement. Mais Red Bull n'est pas supposé il n'est pas supposé être une écurie qui se dit hey, on a embarqué dans le top 10, c'est bon, ça. Notre fin de semaine est réglée. Je veux dire, en ce moment, il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est à quel niveau? Max Verstappen a exigé que les mécanos soient en personne lors d'une récente réunion parce qu'il voyait que ça ne fonctionnait pas du tout. Quand un pilote commence à exiger des choses de la part d'ingénieurs chefs et d'ingénieurs, disons, je veux pas les diminuer, là, mais de milieu d'importance, mettons, ça veut peut-être dire qu'il y a vraiment un souci qui est plus haut que ça. Là. Et d'ailleurs, apparemment, il y a eu une réunion de crise chez Red Bull et Ted Kravitz aurait rapporté que le manager de Max aurait quitté la réunion en tabarnak après une discussion corsée avec Dr. Helmut Marko. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut lire de ça. Probablement pas grand-chose, honnêtement. Mais honnêtement, chez Red Bull, on n'est pas très content de cette fin de semaine. Mais c'est parce que, tu sais, tout repart de l'an passé. Tu sais, quand on a pu remarquer que tout le monde se chicanait et prenait un bord ou de l'autre, ce que ça a fait, c'est que c'est une escalade de conséquences actuellement qui fait en sorte que Red Bull ne sait plus où mettre la tête. Et ça, c'est sûr que pour un pilote comme Max, qui, encore une fois, espère pouvoir mettre des points en banque et des championnats en banque, ben, tu sais, cette fameuse clause qu'on parle depuis combien de temps? On parle de cette clause-là depuis au moins 8 ans, du fait que selon les performances de la Red Bull, Max peut quitter à tout moment. Ben, j'ai eu de la difficulté à croire cette clause-là, mais je pense qu'elle pourrait être utilisée bientôt si jamais Red Bull ne se reprend pas. Cette écurie-là est vraiment, vraiment en escalade justement de mauvaises performances. Donc, en chute libre. Ouais. En chute libre, merci, ouais. François, en attendant que Julien revienne, on va parler de Ferrari. Leclerc et Hamilton, 4e, 5e. Au début de la course, je n'étais pas sûr de la stratégie médium
hard. Moi, je pensais, sans la présence de la voiture de sécurité, j'aurais pensé à un médium tendre. Mais finalement, 4e, 5e, c'est correct dans les circonstances. Ben, en fait, comme je le disais directement sur notre groupe chat pendant la course, les hards, ça ne marchait pas. Les 3 qui ont terminé sur le podium n'ont pas de chewing-gum dur. Max a fait 13 tours sur la tente. Après ça, il est allé sur les gommes dures et ça ne marchait pas du tout. Il a fait 3-4 bons tours, puis après ça, ça ne tenait pas. Bahreïn, c'est un circuit de gomme médium. C'est simple. Je veux dire, je sais pas depuis combien d'années est-ce que si jamais tu touches aux gommes dures, c'est vraiment que genre t'es limité dans ta sélection. Puis Ferrari, là, vraiment, là, après la safety car, après la safety car, il se retrouvait dans une situation qu'il n'y avait pas vraiment le choix de tenir là, cette approche-là, puis ça n'a vraiment pas joué à leur faveur. Même Russell l'a mieux fait avec des gommes tendres de 28 tours. C'est simple de même. Là. Ouais. Julien, qui est de retour, d'ailleurs, on parle de Ferrari. Qu'as-tu pensé de la stratégie de l'équipe? Au départ, je pensais que de remettre des gommes dures sur les Ferrari, c'était une bonne idée. Cependant, François m'a rappelé à quel point que lui était bien meilleur que moi en matière d'évaluation de pneus. Puis je dois lui donner raison, honnêtement, parce que lorsque Ferrari aurait été en gomme dure, je me suis dit bon ben c'est parfait. Je veux dire, on rentre dans plan B, C, D, E, F, G, Z quasiment là. Ouais. Fait que dans l'une de ces stratégies-là qui était évaluable, je me suis dit que Ferrari faisait la bonne chose parce que j'avais pas tant confiance à la longévité des gommes des gommes médiums. Puis encore moins évidemment là pour celles qui étaient en gomme tendre. Maintenant, j'ai avec du recul, je vais donner raison à François qui encore une fois m'enseigne, m'éduque sur la stratégie des gommes. Je me sens humilié. Cela étant, François a eu raison. Il y a pas eu un seul moment où que les stratégies, où que la gomme dure était efficace autour du circuit de Bahreïn aujourd'hui. Et ce qui m'amène à penser que Ferrari aurait dû se mettre également en gomme médium à partir du moment qu'ils ont constaté que ça fonctionnait pas sur les autres monoplaces qui auront tenté cette stratégie-là. Pour une raison que j'ignore. Ferrari l'aura tenté par la suite malgré tout. Si je me rappelle bien, Max Verstappen, Red Bull l'aura tenté sur Max Verstappen, ce qui aurait été somme toute un fiasco. Fait que, outre mon opinion, je vais profiter du moment pour m'excuser à François. C'est ça l'affaire, c'est que du moment où il était commis, ça aurait été le 3e train de gomme médium. Il fallait qu'il fasse soit des tendres ou soit des gommes dures. Effectivement. Fait qu'il s'était compromis. C'est ça. Puis, tu sais, plusieurs, on regardait en début de course, il se débarrassait des gommes tendres après, entre 15 et 13 et 17 tours à peu près. Fait que, tu sais, ça rentre à 25 tours sur des gommes tendres, ça aurait été quand même un méchant pari. Mais Tsunoda l'a fait, Berman l'a fait, 25 tours et plus chacun. Russell. 28 tours. Fait que, tu sais, je veux dire, ça se faisait. Tu sais, c'est rare que Norris a des bons commentaires live sur la radio, mais il a littéralement dit pendant la safety car, quand son ingénieur de course, Will Joseph, a dit Russell n'est pas content. Russell n'est pas content sur sa stratégie. Aurait préféré avoir les gommes dures. Nando a dit je sais pas pourquoi il n'est pas content. La soft, elle fonctionne beaucoup mieux. C'est une course de soft et de médium. Fait que, même Lando savait que Russell faisait la bonne chose. Fait que Ferrari,
qui payent leurs ingénieurs de course des centaines de milliers de dollars, sinon des millions, pour regarder ce genre de choses-là, n'est pas catché. Wow! Lando, dans la voiture, là, savait ce qui se passait. Là. Ça, est-ce que... C'est pas le gars le plus... Lando, c'est pas toujours le gars le plus brillant pour ses commentaires live. Là. Rarement. Est-ce que ça fait partie du dossier Hans? Oh, Fuck off, man. Ils ont quand même fini 4 et 5, là, tu sais, je veux dire, ils ont quand même fini devant les deux Red Bull. Au moins. Maximiser les choses, ben, c'est une opportunité manquée parce que, honnêtement, je pense que sinon, il y en avait au moins une des deux sur le podium. je suis désolé, c'est parce que Julien connaît le terme Hans. Ben, moi aussi, c'est juste que moi, j'ai décidé de profiter du fait que juste un petit peu écraser Julien pour dire que Ferrari a encore manqué une opportunité de podium. Mais vas-y, continue quand même. Ouais, écoute, je veux dire, sont à l'image de Lando Norris à partir du moment qu'il y a une opportunité, il plante. Tu vois quand même avec une demi-douzaine d'erreurs, Norris a quand même fini 3 secondes et demie devant Leclerc. Ah ouais, vas-y. En gros, et avant avec de passer... une voiture qui se conduisait pas. En gros, cet épisode contient un fan de Lando Norris qui est un peu en tabarnak, un fan de Ferrari qui est en désillusion et un fan... et un fan de Max Verstappen qui est en train de se demander qu'est-ce qui se passe avec son équipe. Et voilà! Bon, c'est magnifique. Il n'y a personne qui est content. Ah ben oui, il y a Alpine qui est content parce que Pierre Gasly a marqué ses premiers points. Honnêtement, moi, wow, bravo, ouais, vraiment. C'est ça qu'on attendait depuis le début de la saison. Ouais, tout le monde était debout, là, mais debout, en voyant l'excellente performance d'Alpine, puis de se dire Pierre Gasly, champion du monde. Puis même là, il l'a botté. Pierre Gasly et notre Sébastien Vettel. Là, il a botté au dernier tour. Il a quand même fait un tour de 1,39. A laissé passer Max. Hey, au dernier tour, puis il a fini une seconde et demie en arrière. Ça veut dire que Pierre l'a complètement échappé. Là. Ouais. J'ai pas vu le dépassement, mais je veux dire, tu regardes le timeboard, tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Tu l'as pas vu parce que c'était inintéressant. Là. C'est bien la seule chose que la direction télévisuelle a faite aujourd'hui. Là. C'est de pas montrer Pierre Gasly. C'est quand la dernière fois que Max Verstappen a terminé une course sans accident ni rien? Là, je comprends qu'il a perdu une couple de secondes au plus. Là. 35 secondes derrière le meneur. Ouais, c'est rough. Ouais. Bonne question. Tu as perdu presque 8 secondes au puits. Pauvre Pierre C'est Gasly. quand même beaucoup, là, 8 secondes. C'est quand même au-dessus de 20. 6.1. Du calme. 6.2 en fait. Ouais, mais deux mauvais arrêts. Mais je veux dire, c'est la dernière fois que Max a terminé juste 10 secondes ou 15 secondes derrière le meneur. Écoute, je m'en rappelle pas, là. Il est toujours compétitif, mais là, il était pas là pendant tout. La dernière course que je l'ai vu aussi déclassé, ben, à Singapour, il a toujours des problèmes, puis à Monaco l'an dernier aussi. Pauvre Pierre Gasly. Le gars connaît le meilleur week-end de sa saison, puis il se fait roaster par 4 Québécois. Finalement, le gars qui m'avait dit que les Québécois étaient de mauvaise foi, il avait raison, finalement. Il a fait son meilleur George Russell au dernier tour de Singapour. Il a décidé de juste saccager sa belle course. Pour contexte, c'est parce que dans le cas d'Oscar Piastri, ben, il a écouté l'épisode puis il m'avait dit je sais pas si c'est seulement au Québec, mais il nous trouvait de mauvaise foi. Fait que au final, oui. Ouais, ben, je me rappelle, François, toi et moi, on avait décidé de pogner les nerfs sur les réseaux sociaux et d'être ma foi. On était parti à la gare sur Twitter. Puis l'histoire a eu finalement raison, nous a donné finalement raison. On est plein de mauvaise foi. Et je dois dire quand même, Jack Doohan a bien fait, même si il s'est pris une pénalité de 5 secondes pour limite de la piste excessive. Mais il a été dans le coup, aurait pu marquer des points, mais il ne l'a pas fait. Oh, François, on t'entend pas. En plus, tu sais qu'il y avait la mauvaise stratégie, a fini avec 29 tours sur les deux. N'oubliez pas. Ouais.
Et pour compléter, ben, il y a Haas qui marque des points. Esteban Ocon qui a accidenté sa voiture en Q2 finit 8e. Et Oliver Bowman qui est parti dernier marque des points. Donc, vraiment, je dois dire, Marc-André, Haas a été exceptionnel. Et pourtant, c'était pas l'équipe qu'on mettait quand même assez haut dans nos prédictions au cours de l'année. Tout à fait, tout à fait. Ils ont déjà apporté, eux, des modifications. Ça, il faut quand même l'apporter. Je pense qu'ils ont apporté des modifications à leur plancher et à l'aérodynamisme. Donc, eux, c'est fait. On va voir s'ils vont se faire rattraper par les autres par la suite. Mais effectivement, ça a l'air de fonctionner parce que la voiture est quand même dans un état pas si pire. Ont tenu une Red Bull, ce qui est quand même déjà là, une certaine victoire. Mais non, sans blague, Esteban Ocon a bien fait. Berman, encore une fois, sort un petit lapin de son chapeau. Cette recrue-là continue à me surprendre. Je n'avais pas énormément d'attentes à ses dépens. Et finalement, réussi à faire de belles choses. Donc, quand même content pour lui. Je pense que ça peut être que bon pour Haas pour les prochaines semaines. Oui, clairement. Et puis, c'est quand même vraiment bien de voir Haas bien se comporter quand même. Berman vraiment est en train de prouver que il est le real deal. Et Ocon fait exactement le travail. C'est un bon duo de pilotes, je trouve. Puis on va terminer avec Williams, surtout Carlos Sainz, parce que le contact avec Yuki Tsunoda lui a donné une pénalité de 10 secondes. Et je crois qu'on a perdu Marc-André. Là, je sais pas si on a été vraiment dans une... je sais pas. Là, à la base, c'était quoi? Une pénalité de 3 places qui aurait été imposée en Arabie Saoudite parce que Sainz a abandonné. Mais finalement, ça a été retiré. Mais c'était une opportunité ratée pour Williams, je trouve. Vas-y, Julien. Ben effectivement, ce qu'on constatait, c'est que surtout du côté de Carlos Sainz, il semblait y avoir une bonne performance, du moins dans les 10 premiers tours. On voyait un Carlos Sainz qui est en mesure de compétitionner contre Lewis Hamilton notamment. On voyait un Carlos Sainz qui pouvait compétitionner contre Max Verstappen. Donc la voiture semblait à première vue compétitive. Maintenant, tout a dérapé pour Carlos Sainz à partir du moment qu'il a eu son contact et qu'il a dû se retirer de l'ensemble de la course. Je vais être très franc, j'ai pratiquement pas vu aujourd'hui les performances d'Alex Albon. Il a été, du moins à mon sens, mais complètement ignoré de la direction télévisuelle. C'est pas... c'était pratiquement impossible de voir exactement où est-ce qu'il s'en allait. Mais j'ai apprécié avant que je sois retiré, la conduite de Carlos Sainz. Maintenant, des pénalités, puis je pense que sans dire les pénalités, mais clairement que la monoplace de Carlos Sainz ne pouvait pas demeurer sur la piste à partir du moment qu'elle était endommagée, comme on l'a vu. On voyait l'ensemble de son aile droite, si je me rappelle bien, qui était complètement ouverte, oui. Ou peut-être son aile gauche, mais cela étant, je pense que c'est son aile droite. Williams a pris la bonne décision de retirer la monoplace du circuit, et puis on verra par la suite si à Miami, l'écurie est en mesure de se racheter un peu, mais pour ce qui était d'aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité manquée pour Williams, alors qu'on a vu une écurie comme Alpine qui, selon moi, est moins compétitive que Williams, obtenir quand même des points qui étaient intéressants. François? Pour un peu rajouter sur ce que Julien a dit, c'était quand même une course, un week-end intéressant pour Carlos Sainz. Je trouve que pour la première fois, il avait de l'air à l'aise dans la voiture,
même plus qu'Alex Albon. On l'a vu un peu d'ailleurs dans la qualif. Puis je trouve ça vraiment dommage pour lui, vraiment, que ça soit terminé de cette façon-là. Pour ce qui est de Albon, a à peu près eu le même genre de parcours que Verstappen, à peu près le même nombre de tours sur les temps au début. A décidé d'y aller pour un long stint sur les hards, puis ça n'a pas du tout fonctionné, a perdu des places. Puis il est resté lui aussi là, à peu près une quinzaine, 16 tours sur les gommes dures avant de revenir sur les médiums. Alors voici le classement des pilotes après le Grand Prix de Bahreïn. Lando Norris mène le championnat avec 77 points. Oscar Piastri est deuxième avec 74 points. Max Verstappen a 9 points. George Russell est quatrième avec 63 points. Charles Leclerc est cinquième avec 32 points. Andrea Kimi Antonelli est sixième avec 30 points. Lewis Hamilton, septième avec 25. Alex Albon, huitième avec 18. Esteban Ocon est neuvième avec 14 points. Et Lance Stroll complète le top 10 avec 10 points. Au classement des constructeurs, McLaren est toujours en tête avec 151 points. Mercedes est deuxième avec 93 points. Red Bull a Nice plus 2 points, donc un total de 71 points. Ferrari est quatrième avec 57. Haas est cinquième avec 20 points. Un de plus que Williams et 10 de plus que Aston Martin qui est septième. Racing Bulls est huitième. Alpine maintenant passe devant Sauber à la 9e place, les deux étant à 6 points. C'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera d'ailleurs l'après-course du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcasts et même sur YouTube. D'ailleurs, parlant de YouTube, on a même le quiz du Bulletin GP qui est en format audio avec Ana Maria Mercado Lopez et Carl Sousa Teixeira qui ont participé. Il y a aussi le groupe Facebook La Monoplace que Julien et François font partie. Ce sont les modérateurs, moi aussi d'ailleurs. Et évidemment, on est disponible sur Facebook, Blue Sky, Threads et Instagram @lebulletingp. Je remercie Marc-André Fortin d'être venu. Il a dû quitter pour une petite urgence, mais il va bien, Dieu merci. Et François Carignan, Julien Légaré-Turcotte, merci infiniment d'être venu à cet épisode. Merci beaucoup, Abdou. Et, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Abdou. Et à la dernière minute en plus, et ça a été fun parce qu'on a appris la nouvelle concernant la non-pénalité de George Russell. Et d'ailleurs, on a aussi appris que je connaissais plus le Tireware que Julien. Effectivement, et ça aussi. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve pour une prochaine fois au balado du Bulletin GP. Salut tout le monde!